Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, enfin pour nous du moins, première réunion dans un format un petit peu inhabituel. Attends, on est en visio? Allô? Oui. Oui, donc première réunion en format un petit peu inhabituel puisqu'elle est totalement dématérialisée, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue tous à pratiquer ce mode de communication. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer, enfin pas d'animer parce que je ne suis pas le sachant dans cette histoire, mais Hélène prendra le relais avec beaucoup plus de brio que moi-même. Mais j'ai le plaisir donc de vous accueillir avec l'UPE, bien sûr, pour cette réunion qui porte plutôt sur le dialogue social. Donc, c'était un sujet qui a toujours été important pour les entreprises, bien évidemment, mais peut-être encore plus dans le contexte actuel. Et donc, l'idée, c'est de retrouver peut-être nos marques ou les acquérir dans le contexte actuel et de voir un petit peu quels sont les points de passage qu'il ne faut pas négliger pour que ce dialogue social soit le plus constructif possible. J'ai vu encore récemment des communications qui expliquent que par exemple, l'absentéisme, j'ai vu un article hier dans les Échos, je crois, qui disait que l'absentéisme est meilleur, enfin est moins bon, enfin moins élevé, plus exactement, pardonnez-moi, moins élevé lorsque le dialogue social est de qualité. Donc, je pense que tout le monde reconnaîtra l'utilité d'avoir un dialogue social apaisé. Et dans le contexte actuel, c'est pas forcément simple d'acquérir cette paix dans la discussion. Donc voilà, petite introduction très rapide, pas beaucoup de contenu pour l'instant, mais Hélène va suppléer mes carences dans le domaine et je lui passe avec beaucoup de plaisir le micro. Alors bonjour, donc Hélène Dayoglou, j'interviens en droit social au sein du cabinet EY en qualité donc d'avocate, matière sociale ainsi que sécurité sociale. J'ai le plaisir de vous avoir proposé cette formation aujourd'hui sur la reprise consacrée à la reprise d'activité par le dialogue social. Pourquoi? Alors la formation est assez dense, mais je pense qu'il est très important effectivement de mettre l'accent sur le dialogue social pour s'assurer la continuité de la reprise et l'avenir de la société. En citant le proverbe africain que j'ai rappelé, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Cette formation, elle tombe à pic, pourrais-je dire. Pourquoi? Parce que cet été, nous avons eu le rapport intermédiaire qui est sorti en juillet 2020, rendu par les présidents du comité d'évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relative au dialogue social. Alors, un bref rappel, ces ordonnances du 22 septembre 2017 sont très importantes en droit français puisque ces ordonnances ont placé la négociation collective au cœur du droit positif français en précisant la primauté de l'accord d'entreprise sur les accords de branche dans certaines conditions et en consacrant définitivement l'accord majoritaire à 50%, ce qui donne une légitimité à tous les acteurs de la négociation, ce que l'on va voir. Par ailleurs, cet été également a été publié des questions-réponses sur le site du ministère du Travail consacrées à la négociation collective qui nous apportent des précisions pour encadrer la négociation collective de demain. Alors, cette négociation collective, pourquoi est-elle utile? Pourquoi s'impose-t-elle? Parce que c'est un moteur de la reprise de l'activité, tout simplement parce que la crise de Covid a accéléré et amplifié les transformations. Et donc, les enjeux pour vous, ils sont doubles. Ça va être à la fois assurer la santé des travailleurs de demain et la sécurité, tout en permettant d'assurer la continuation de leur activité nécessaire à la santé économique et financière et à la sauvegarde des emplois dans l'entreprise. Alors, s'agissant du capital humain, tout d'abord, vos enjeux pour cette négociation, ça va être de fédérer les salariés, les motiver, les mobiliser pour faire en sorte qu'ils reviennent dans les locaux de travail, reprennent leur activité dans les meilleures conditions. Donc, ça veut dire lever leurs craintes, les freins à ce retour dans l'entreprise et à cette activité. Ça veut dire également restaurer un esprit d'équipe, une communauté de travail qui a pu parfois être ébranlée, altérée par le confinement, le télétravail, voire l'activité partielle, où les liens se sont distendus entre les salariés. Ça veut dire vaincre la peur de la maladie, le stress qui est lié à la reprise du travail,
et convaincre les salariés de revenir au travail en toute sécurité. Sur le plan organisationnel, qu'est-ce que vous allez devoir faire? La priorité, ça va être de dresser un bilan économique, financier et organisationnel de votre structure pour communiquer en toute transparence avec vos élus sur ce bilan, pour en tirer les enseignements, voir ce qui, pendant la crise, a posé des difficultés, voir au contraire ce que l'on peut retenir pour l'avenir qui était plutôt un point positif, pour repenser ensemble l'organisation du travail de demain en mettant fin à la gestion de crise au profit d'un dialogue social constructif. Alors, à titre liminaire, je vous ai dit qu'il y avait deux aspects au titre de cette reprise. Tout d'abord, une reprise des salariés tout en préservant leur santé au travail, et ensuite une reprise des salariés nécessaire à la restauration de la situation économique de la société, la reprise de l'activité économique et financière de votre structure. Alors, on va commencer dans un tout premier lieu sur le dialogue social à parler de la sécurité et la santé des travailleurs. Alors, j'ai tenu juste à titre préliminaire à vous rappeler les dernières mesures, l'évolution du protocole sanitaire. On a un dernier protocole sanitaire qui est paru le 31 août dernier sur le site du ministère du Travail. La première partie de ce protocole est consacrée, et vous le noterez, aux modalités de mise en œuvre des mesures de protection dans l'entreprise dans le cadre du dialogue social. Donc, il y a une constante depuis le confinement, c'est qu'il faut absolument associer le CSE et tous les représentants syndicaux dans la définition du respect du protocole sanitaire. Il faut se l'approprier, définir et mettre en œuvre les mesures qui sont adaptées à votre entreprise. Et tout ça, ça passe par la concertation, par un cadre négocié. Cette concertation, le protocole national sanitaire vous dit que c'est la garantie de la faisabilité, de l'effectivité et de l'appropriation la plus large dans le cadre de l'entreprise pour lutter contre la propagation du virus. Donc, le protocole sanitaire vous encourage à désigner un référent Covid au sein de l'entreprise. Alors d'ailleurs, je vous dis, il vous encourage. Le protocole, le plan de déconfinement, il vous précisait que il préconisait de désigner un référent. Le protocole sanitaire du 31 août 2020 dit un référent Covid est désigné. Il n'y a plus de préconisation. La formule, l'emploi du présent de l'indicatif semble dire que vous devez en désigner un, qui sera donc l'interlocuteur privilégié des travailleurs, des élus et des représentants syndicaux pour gérer toutes les questions de santé et de sécurité au travail. Le port du masque, vous le savez, depuis le 1er septembre est devenu obligatoire dans des lieux collectifs clos, mais vous avez des possibilités d'adaptation de la règle. Et ici encore, le protocole sanitaire prévoit que ces adaptations sont possibles après échange avec les personnels ou leurs représentants. Donc, le CSE va jouer un rôle particulièrement important dans les situations de crise. Il doit être associé à la démarche d'actualisation des risques et consulté sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Cette mise à jour du document d'évaluation unique des risques, vous le savez, elle doit être constante. Alors, le Code du travail prévoit qu'on doit mettre à jour son document unique d'évaluation des risques une fois par an. Sauf que là, dans un climat, dans un contexte de crise sanitaire où les normes évoluent constamment, vous devez adapter votre document unique d'évaluation des risques. Et symbole de l'importance du dialogue social en matière de santé et de sécurité des travailleurs, j'étais obligée de faire état de la jurisprudence Amazon. Pourquoi? Parce que la société Amazon a été condamnée en référé au titre d'un trouble manifestement illicite pour deux raisons. La première, c'est pour non-respect de son obligation de sécurité suite à une évaluation insuffisante des risques professionnels qui étaient liés à l'épidémie. Ce qui était considéré comme insuffisant, c'était notamment l'absence de prise en compte des risques psychosociaux. Donc, vous devez absolument, dans votre document unique d'évaluation des risques, tenir compte des risques psychosociaux, notamment le préjudice d'anxiété qui est lié à la crise du coronavirus, et pourquoi pas les risques psychosociaux en lien avec l'isolement des salariés, liés au télétravail, par exemple.
Donc, la société Amazon a été condamnée pour cette évaluation insuffisante des risques psychosociaux et de son évaluation des risques professionnels dans l'entreprise, mais également et surtout pour une concertation insuffisante avec ses représentants du personnel. Ce qui est reproché à la société Amazon dans le cadre de ces deux jurisprudences, le tribunal judiciaire de Nanterre puis la Cour d'appel de Versailles, qui a confirmé, c'est tout simplement de ne pas avoir consulté le comité social et économique central à titre préalable avant l'instauration de ce protocole sanitaire, ce plan de reprise de l'activité au sein de la société. Donc, ces jurisprudences nous enseignent que vous devez absolument respecter les étapes suivantes pour assurer une reprise sereine de votre activité en matière de santé et de sécurité au travail. 1. Évaluer les risques d'exposition au virus. 2. Mettre en œuvre les mesures de prévention qui s'imposent pour supprimer tous les risques à la source. 3. Réduire au maximum les expositions qui peuvent être supprimées. 4. Privilégier les mesures de protection collective et mettre en place toutes ces mesures dans le cadre d'une concertation absolument nécessaire à la reprise de votre activité. À savoir que la société Amazon n'avait pas été condamnée à fermer ses entrepôts. La jurisprudence de la Cour d'appel lui avait simplement précisé qu'il y avait la distribution de certains produits qui n'étaient plus possibles compte tenu de l'absence d'évaluation des risques liés à cette distribution. Cependant, faute de préciser quels produits, la société Amazon a préféré tout simplement stopper la livraison de ces produits et la fermeture de ces entrepôts dans l'attente d'avoir procédé à ces consultations, à cette évaluation des risques en tenant compte des risques psychosociaux et donc à la consultation des élus. J'en viens, une fois ce préliminaire relatif à la santé et à la sécurité des travailleurs, donc à notre sommaire qui va consister à vous présenter en 3 parties. Tout d'abord, les acteurs du dialogue social avec qui vous allez devoir négocier et avancer dans l'entreprise. Ensuite, les conditions de l'accord collectif de droit commun. Et enfin, les divers leviers de soutien à la reprise. Alors, peut-être qu'on peut demander déjà s'il y a des questions. Oui. Alors, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Vous pouvez les écrire directement via le chat ou à la fin, on pourra faire quelques questions-réponses aussi. Et là, on peut demander déjà à Hélène s'il y a des questions auxquelles elle peut répondre. Juste, Hélène, on voit vos notes. Je ne sais pas si c'est important, mais je voulais juste vous le préciser. D'accord. Je ne sais pas comment faire pour… Bon, c'est pas très grave. Par contre, ça ne prend pas trop de place sur l'écran parce que… La moitié. Ben oui. Alors, attendez, non, parce que ça… Hop, est-ce que… Ah, j'ai fait quoi? Non. J'essaye de modifier ça pour être en plein écran. Ou sinon, c'est peut-être… Alors, attendez, je vais juste sortir de là pour voir mon support pour pouvoir le mettre autrement que… En attendant, les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Vous les voyez toujours? Oui. Ah, je ne sais pas. Hide the present video screen. Je suis désolée parce que là, je ne vois pas du tout comment je peux faire pour supprimer ça. Non, mais c'est pas grave. C'était juste pour vous prévenir au cas où. Oh non, voilà. Bon. Il y en a pas mal, des notes, mais du coup, ça prend de la place. Donc, est-ce que vous avez donc des questions ou non? Vous voulez que je poursuive? On peut poursuivre. Apparemment, il n'y a pas de questions. Parfait. Alors, les acteurs de la négociation collective. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, les ordonnances du 22 septembre 2017 ont placé la primauté de l'accord d'entreprise sur les accords de branche et ont également consacré le principe de l'accord majoritaire, c'est-à-dire un accord qui doit recueillir 50% des suffrages exprimés, un accord qui est conclu en priorité avec vos délégués syndicaux.
Donc, lorsqu'on parle de négociation collective dans l'entreprise, on parle d'un accord négocié avec vos délégués syndicaux. Bien évidemment, le deuxième apport de ces ordonnances du 22 septembre 2017, c'est en l'absence de délégué syndical, de vous permettre une négociation dérogatoire avec vos élus, voire avec votre personnel directement. Donc, la structure de la négociation dépend de la taille des entreprises. Les interlocuteurs de votre négociation vont être fonction de la taille de votre entreprise. Donc, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, dès lors que vous avez un DS, vous négociez avec votre DS. Vous avez fait un petit schéma récapitulatif. Il y a une différence dans la qualité des négociateurs dans l'entreprise. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, vous pouvez constater qu'en l'absence de DS, on vous a noté dans chacune des cases d'un petit schéma récapitulatif des chiffres 1, 2, 3, c'est-à-dire que c'est une négociation par ordre de priorité. Si vos effectifs sont supérieurs à 50 salariés, la négociation doit en priorité se faire avec les élus de votre CSE mandatés. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez besoin de négocier un accord collectif dans votre entreprise. Vous allez devoir envoyer un courrier d'invitation et d'information à vos élus du personnel pour leur dire que vous entendez engager une négociation sur tel thème. Et ils vont avoir un mois pour vous faire connaître leur envie de se faire mandater par une organisation syndicale représentative. Simultanément, vous informez les organisations syndicales représentatives dans votre branche que vous engagez cette négociation. Et elles aussi auront la possibilité de se rapprocher d'un de vos élus pour le mandater et signer un accord. Le cas échéant, l'accord qui serait signé avec vos élus mandatés devrait être soumis pour validation à un référendum majoritaire, donc soumis aux salariés. Le deuxième mode de négociation pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est en l'absence d'élus mandatés. Là, alors, vous avez la possibilité de conclure un accord d'entreprise avec vos élus non mandatés sur des thèmes qui sont limités. Alors, limités, oui et non, parce qu'en réalité, on ne peut pas négocier sur tout, sauf qu'on peut négocier sur tous les thèmes qui prévoient la possibilité de conclure un accord collectif dans le cadre de ces domaines. Donc, en fait, les possibilités, elles sont quand même très importantes. Donc, cet accord, il sera signé, pour être valable, il doit être signé par les membres du CSE qui représentent une majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. Et enfin, ce n'est que dans un troisième cas, si aucun élu du CSE n'a souhaité être mandaté et n'a souhaité signer, s'engager dans ces négociations, que vous pourrez alors négocier avec un salarié mandaté. L'accord conclu par le salarié mandaté par une organisation syndicale professionnelle sera alors valable s'il est soumis à un référendum majoritaire des salariés. Donc, vous noterez que dans cette configuration, lorsque vous avez une entreprise de plus de 50 salariés, en aucun cas, vous pouvez négocier avec vos salariés directement. Soit les élus mandatés, non mandatés, et enfin les salariés mandatés. Si on passe aux effectifs inférieurs, on va faire ceux de moins de 11 salariés. Une entreprise de moins de 11 salariés, c'est très simple. L'employeur soumet un projet d'accord à son personnel dans un délai de 15 jours, accompagné des modalités de la consultation du référendum qu'il va devoir organiser, et le projet d'accord sera adopté dans l'entreprise aux 2/3, s'il est adopté aux 2/3, la majorité des 2/3 des salariés. Vous consultez tous les salariés qui rentrent dans le champ d'application de l'accord, ou bien l'ensemble de l'entreprise, c'est un accord général qui concerne tous les salariés de l'entreprise. Et enfin, le dernier mode des négociations, contrairement aux entreprises dont les effectifs sont supérieurs à 50 salariés, dans ce cadre-là, en l'absence de DS, pour les entreprises entre 11 salariés et moins de 50 salariés, vous n'avez pas de priorité. Vous pouvez négocier soit avec vos élus, mandatés ou non mandatés, soit avec un salarié élu, non élu, mais mandaté. Et là, ici, vous n'avez pas de restriction quant au thème de négociation. Alors, j'ai voulu vous rappeler les interlocuteurs de la négociation collective d'entreprise, mais j'en reste sur les principes. L'organisation syndicale représentative, donc à savoir vos délégués syndicaux, sont prioritaires pour une négociation, avec le principe donc de la généralisation des accords majoritaires, donc signature par une ou plusieurs organisations syndicales qui a recueilli 50% des suffrages exprimés au premier tour. Si vous n'obtenez pas la signature d'un accord majoritaire, alors votre accord, pour être valable, il devra avoir recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des élections,
sous réserve qu'il soit approuvé donc par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Alors en fait, je résume et je synthétise vraiment les règles de la négociation collective dans l'entreprise, mais ces règles de négociation, il faut les avoir en tête parce que les délais de négociation dans ces conditions sont assez longs quand même. Parce qu'en réalité, une fois qu'une organisation syndicale dans l'entreprise qui n'est pas majoritaire, qui a recueilli plus de 30% des voix, signe un accord, donc vous le comprenez, cet accord n'est pas automatiquement valable parce qu'il n'est pas majoritaire. Ça veut dire que l'organisation syndicale a 1 mois pour demander à l'employeur d'organiser un référendum pour le soumettre à l'approbation des salariés. L'employeur doit alors organiser ce référendum dans un délai de 2 mois. Et les organisations syndicales, celles qui n'avaient pas signé initialement, ont 8 jours pour se décider à signer. Potentiellement, l'accord deviendra alors majoritaire et on n'aura plus besoin de le soumettre. Donc, vous voyez que les délais sont assez longs dans ces conditions, tout comme dans l'hypothèse des entreprises de plus de 50 salariés dépourvues de représentants du personnel, parce que ces entreprises, elles, doivent d'abord informer la branche, informer le CSE, leur laisser 1 mois pour savoir s'ils entendent mandater quelqu'un, un salarié ou le CSE, un élu du CSE. Donc, vous comprenez que quand on a vu toutes les mesures sortir pendant la crise sanitaire, notamment la possibilité de négocier sur les congés payés, moi, ma première interrogation pour mes clients, ça a été, mais comment je fais au niveau des délais pour négocier dans l'urgence un accord qui impose aux salariés de poser des congés payés, par exemple, alors que je n'ai pas de délégué syndical et que le premier délai de négociation, c'était un délai d'1 mois. Donc, vous le savez, des ordonnances sont sorties pour aménager les délais de conclusion en matière de négociation collective. Dans la mesure où l'état d'urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet, je ne reviens pas sur ces délais écourtés passés, mais il faut bien anticiper les délais de négociation. Ensuite, quand vous voulez vous adresser, conclure, enfin, engager le dialogue social, pas forcément une négociation collective, avec vos élus, il va falloir réfléchir à la structure de votre entreprise pour bien identifier quelles sont les compétences et les attributions de votre CSE. Et ces attributions, vous le savez, elles varient en fonction des effectifs. Une entreprise de moins de 50 salariés, ce sont les anciennes attributions des délégués du personnel. Donc, en définitive, ce sont les attributions relatives aux réclamations des salariés, mais les délégués du personnel, ils sont également compétents pour tout ce qui relève de la santé et de la sécurité. Notamment, ils ont un droit d'alerte en la matière. Donc, même dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsque vous avez mis en place un CSE avec des attributions réduites, vous devez impérativement engager le dialogue social avec vos élus sur l'évaluation de votre document unique, sur votre plan de reprise d'activité, leur soumettre toutes ces modifications envisagées. Bien évidemment, si vous avez un CSE d'au moins 50 salariés, ils sont également dotés de toutes ces informations nécessaires, mais également, vous avez l'obligation, même pendant la crise sanitaire, de maintenir l'activité normale et récurrente de votre CSE et donc de procéder aux consultations, informations récurrentes et ponctuelles de votre instance représentative. Vous avez également l'obligation de mettre à jour votre base de données économiques et sociales. Et j'attire votre attention. Pourquoi sur ces points? Parce qu'on a eu tendance, du fait d'une situation de crise d'urgence, où on était obligé de gérer les choses, les choses à la dernière minute, avec des normes, des réglementations qui changeaient tous les jours, j'imagine bien que vous avez tous fait la même chose. Vous avez laissé de côté les informations et les consultations. Et quand je reprends contact avec mes clients au quotidien pour leur dire alors où vous en êtes dans la réorganisation, votre plan de reprise d'activité, qu'est-ce que vous voulez? Et dès qu'on commence à parler de potentiel plan de sauvegarde de l'emploi ou encore d'un accord de performance collective, eh bien, la priorité dans un premier temps, ça va être de faire votre bilan et de consulter vos élus. Et la consultation des élus, elle ne peut se faire que sur la base d'une base de données économiques et sociales actualisée. Juste après. Donc, sur la base d'une base de données économiques et sociales actualisée, de même que la consultation du CSE sur votre plan de continuation, cette consultation, elle peut se faire dans le cadre de votre consultation sur les orientations stratégiques, si vous ne l'avez pas encore faite, mais également dans le cadre d'une réunion exceptionnelle. Donc, si vous n'avez pas fait votre consultation sur les orientations stratégiques, donc là, on parle de mise en place de votre dialogue social avec votre CSE. Pourquoi auriez-vous intérêt de faire cette consultation stratégique sur les orientations stratégiques maintenant? Eh bien, tout simplement parce que vous allez présenter à vos élus derrière le plan de continuité de l'activité et potentiellement des grosses réorganisations dans votre entreprise. Donc, vous ne pouvez le faire si vous n'avez pas
en amont, consulter votre CSE sur les orientations stratégiques. Et si vous ne l'avez pas encore fait, veillez à être cohérent entre les informations que vous allez donner à vos élus sur ces orientations stratégiques et la prochaine réorganisation que vous allez leur annoncer. Donc, je vous ai dit que vous pouviez présenter votre réorganisation, pourquoi pas votre volonté d'engager des négociations avec vos délégués syndicaux, voire avec le CSE, dans le cadre de votre consultation sur les orientations stratégiques, mais j'ai mis un bémol. Pourquoi ? Parce que si vous vous fondez sur cette consultation sur les orientations stratégiques pour consulter le CSE, à noter que le CSE a la possibilité de se faire assister d'un expert comptable en ce sens. Alors que si vous organisez la consultation sur les projets de réorganisation de l'entreprise dans le cadre d'une réunion exceptionnelle, donc dans ce cadre-là, pour une réunion exceptionnelle du CSE, il n'y a pas de possibilité pour le CSE de se faire assister par un expert, ce qui est différent, bien évidemment, des négociations derrière qui vont être engendrées pour lesquelles, avec vos DS ou avec vos élus, pour lesquelles je vous conseillerais, quoi qu'il arrive, d'établir un bilan économique et financier de l'entreprise. Et donc, j'ai cité au slide précédent un point à vérifier avant de consulter vos élus du CSE, c'est l'état de vos mandats au sein de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que ce que je vois également auprès de nos clients, c'est que l'état des effectifs a d'ores et déjà évolué. Potentiellement, vous avez eu des départs depuis la mise en place de votre CSE en décembre 2019 et certains élus ont pu déjà sortir des effectifs. Donc, le cas échéant, vous devez impérativement, pour vous assurer d'une consultation légitime et pour pouvoir lancer vos projets comme vous l'entendez, impérativement faire le bilan des mandats, savoir si vous êtes tenu ou non de mettre en place des élections partielles si vous avez eu un certain nombre de départs. Donc, je vous ai rappelé dans quel cas nous sommes tenus d'organiser des élections partielles. Alors, nous y sommes tenus lorsqu'un collège électoral n'est plus représenté, auquel cas vous devez mettre en place ces élections partielles uniquement pour pourvoir les postes titulaires et suppléants au sein de ce collège électoral. Et la deuxième hypothèse, c'est lorsque le nombre des membres titulaires est réduit de moitié ou plus. Le cas échéant, alors, vous devez remettre en place, instaurer ces élections partielles pour proposer tous les postes vacants dans l'entreprise. Et quoi qu'il arrive, là encore, la question a pu se poser de savoir est-ce que je peux, à l'occasion d'élections partielles, qui sont donc nécessaires pour lancer mes projets et mes consultations derrière, remettre en cause les attributions de mon CSE pour passer sur un CSE à attribution réduite. Alors, j'attire votre attention sur le fait que même si vous avez eu une réduction des effectifs, quand on met en place des élections partielles, vous n'avez pas à renégocier le protocole d'accord préélectoral. Vous devez tenir compte des mandats qui expirent pour procéder à ces élections partielles sur la base du protocole d'accord préélectoral que vous aviez adopté initialement. Donc, ça veut dire tenir compte du nombre de postes à pourvoir qui étaient prévus par ce protocole préélectoral, ainsi que des heures de délégation que vous aviez négociées en amont et on ne pourra pas revenir dessus. Donc, vous vous fonderez sur ce précédent protocole d'accord préélectoral. Je rappelle également que ces élections partielles, vous n'avez pas à les faire si les mandats expirent 6 mois avant le terme de ce dernier. Ce qui ne devrait pas être le cas si vous avez bien mis en place votre CSE, donc en décembre 2019, pour le 1er janvier 2020. J'en viens à l'accord collectif de droit commun. L'accord collectif de droit commun, je vous l'ai dit, nous avons 3 blocs de négociation possibles dans l'entreprise. La primauté de l'accord d'entreprise qui est consacrée avec les ordonnances du 22 septembre 2017, sauf dans des domaines qui sont réservés à la branche, les blocs 2 et les blocs 3. Dans le bloc 2, on assure la primauté de la branche dans 13 domaines, sauf que parmi ces 13 domaines, vous avez la possibilité de conclure quand même un accord d'entreprise du moment que cet accord d'entreprise offre des garanties au moins équivalentes. Dans le 3e bloc, vous avez une possibilité pour la branche de verrouiller et de s'assurer une primauté dans 4 domaines, sauf si l'accord des salariés l'accord d'entreprise offre aux salariés, ici encore, des garanties sociales équivalentes. Donc, on en vient au domaine de la primauté de l'accord de branche. Alors, pourquoi ? C'est parce que mettre l'accent sur la primauté de l'accord de branche, ça vous permet d'identifier, vous, en entreprise, les domaines et les champs d'application potentiels de la négociation collective d'entreprise. Donc, sorti de ce bloc qui réserve la primauté à l'accord de branche et des 13 domaines cités, votre champ de négociation en entreprise, il est très vaste. Et vous pouvez aller donc exploiter ce champ. Alors, qu'est-ce qu'on doit absolument respecter? Les salaires minima, les classifications du personnel. Donc, ça veut dire que vous pouvez négocier sur une classification différente du moment que les garanties sont au moins équivalentes.
Vous pouvez négocier sur les garanties collectives complémentaires de prévoyance, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Voilà les 13 domaines d'application listés dans lesquels, normalement, il y a primauté de la branche. Donc, vous noterez ce qui pourrait vous intéresser, les dispositions relatives au CDD. Primauté de la branche en cette matière, en matière de durée, délai de transmission des contrats, délai de carence. Alors, j'attire votre attention sur ce point, et nous y reviendrons tout à l'heure, par rapport aux accords d'entreprise qui ont pu être conclus ces derniers temps. Pour que ces accords d'entreprise soient soumis, je vous ai l'accord d'entreprise pour qu'il prime sur l'accord de branche et qu'il soit appliqué. Je vous invite à préciser, si vous vous situez dans un des 13 domaines où la branche a la primauté, de préciser dans le préambule de votre accord d'entreprise que vous entendez vous situer, proposer aux salariés des garanties, bien évidemment, au moins équivalentes à la branche. Et ça, vous le mettrez en amont dès votre préambule de l'accord collectif. Le question-réponse du gouvernement de juillet dernier nous précise qu'on entend par garantie au moins équivalente aux salariés. Elle s'apprécie par matière, et ce qu'on entend par matière, ça c'était l'article du Code qui nous le précisait, on entend par matière chacun des 13 alinéas de l'article, de ces articles. Donc, c'est-à-dire, quand on dit en matière de CDD, eh bien, c'est tout ce qui est cité en matière de CDD. Quand on parle de la prévoyance complémentaire, ça constitue une matière en elle-même. Donc, il va falloir apprécier collectivement si l'accord de branche et votre accord d'entreprise en ce domaine est collectivement plus favorable pour toute la prévoyance complémentaire. Donc, vous conviendrez qu'il est assez compliqué de pouvoir apprécier effectivement en ces domaines, dans ces matières, collectivement, si l'accord est à minima équivalent. Alors, je vous ai fait une petite recherche sur Internet des derniers accords de branche qui étaient parus et des accords d'entreprise en lien suite à la crise sanitaire et aux mesures que les entreprises et les branches ont voulu prendre pour faire face à la crise. Alors, on a un accord de branche dans l'import-export à durée déterminée qui a été conclu le 16 juin, qui porte justement adaptation du régime de prévoyance. Alors, parmi les mesures qui ont pu être prises dans le cadre de cet accord, vous avez notamment la prise en charge des tests Covid, vous avez l'amélioration du délai de carence des salariés en cas de maladie. Donc, voilà, en matière de régime de prévoyance qui a pu être prévu par la branche pour faire face à la crise sanitaire. Nous avons également un accord de branche dans le BTP, qui porte sur les mesures d'urgence en matière de congés payés. Donc, ce sont les fameux accords qui permettent d'imposer aux salariés la prise de congés payés, donc pour l'employeur d'imposer cette prise de congés payés. Nous avons également un accord pour la métallurgie qui a été adopté, qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il s'est plongé sur le dispositif d'activité partielle. Alors, pour le maintien de l'emploi, le dispositif ARM, désormais dénommé activité partielle longue durée. On y reviendra tout à l'heure sur cet accord de branche de la métallurgie. J'ai également souhaité faire état de l'accord de branche dans la bijouterie et la joaillerie, qui porte cette fois-ci sur l'aménagement du temps de travail sur une période de 26 semaines consécutives au maximum. Donc, la branche s'est saisie de ces domaines. Cependant, alors parmi ces accords de branche, certains relèvent des 13 domaines dans lesquels il y a primauté de la branche, d'autres non, comme l'accord de branche sur la bijouterie-joaillerie. Ce qui veut dire que si une entreprise n'a pas de représentant du personnel ou ne souhaite pas s'engager dans ces négociations, elle peut adhérer à l'accord de branche sur l'aménagement du temps de travail pendant la période de crise, sur une période de 26 semaines, pour réorganiser sa structure, sous réserve que l'accord de branche n'impose pas à l'employeur un accord d'entreprise pour mettre en œuvre certaines des mesures de l'accord de branche. J'en viens aux différents accords d'entreprise qu'on a pu identifier, qui ont été conclus et déposés sur le site Téléaccord. Alors, on a pu trouver des accords en matière de révision de NAO, révision du calendrier des NAO, révision des augmentations de salaire qui avaient été négociées dans le cadre des NAO. On a pu trouver également, évidemment, beaucoup d'accords sur le télétravail et la mise en place de l'activité partielle. Je fais état du contrat de solidarité et d'avenir signé par Renault, qui a annoncé un plan de licenciement massif, mais ce ne seront pas des licenciements secs en France, mais ce plan de reprise et de continuité de l'activité s'appuiera sur des départs volontaires. J'ai trouvé également, et plus curieusement, un certain nombre d'accords d'entreprise consacrés au recours au CDD et au contrat de travail temporaire. Alors, j'ai cité l'UES Jiffy,
mais il y en avait un certain nombre sur Légifrance. Alors, pourquoi c'est étonnant? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai cité les 13 domaines, donc les CDD et le contrat de travail temporaire font partie des domaines ou primautés de la branche. Donc, il y a quand même certaines entreprises qui se sont engagées sur cette voie. Ce qui veut dire que si on suit la logique du Code du travail, ces entreprises, elles n'ont la possibilité de s'engager sur cette voie qu'à la condition soit qu'elles n'aillent pas sur les matières strictement limitées au sein des CDD, donc notamment sur les délais de carence, sur les cas de recours au CDD, soit, si elles vont sur ces domaines, qu'elles offrent des garanties au moins équivalentes à ce que prévoit la branche, si la branche prévoit quelque chose. Et ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure au niveau de la hiérarchie des normes, en tout état de cause, en matière de CDD surtout, il y a ce qu'on appelle l'ordre public social, les dispositions prévues par le Code du travail, notamment sur le cas de recours au CDD. Et qu'est-ce que j'ai pu constater en lisant ces accords sur le recours au CDD, au contrat de travail temporaire? Eh bien, nombre d'entreprises ont conclu des accords pour prévoir notamment la possibilité d'augmenter le nombre de renouvellements du CDD ou encore pour supprimer carrément les délais de carence entre deux contrats de travail à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité. Là encore, je ne suis pas certaine qu'on ait la possibilité, dans le cadre d'un accord d'entreprise, de supprimer le délai de carence. C'est une disposition d'ordre public social, ce délai de carence, tout en rappelant en préambule de leur accord que cet accord ne visait pas à faire du CDD un outil pour maintenir l'activité normale et permanente de l'entreprise. Donc, il faut faire très attention effectivement à l'usage que vous pourriez avoir envie de faire des accords d'entreprise en matière de CDD, de contrat de travail temporaire, non seulement à cause de la primauté de la branche, mais également à cause des dispositions d'ordre public du Code du travail. J'ai également cité un accord sur la sortie de crise, donc dans d'autres structures. Alors, un dernier point sur le droit commun des accords collectifs, avant de terminer sur cette rubrique, c'est les mentions obligatoires d'un accord d'entreprise. Je voulais surtout insister auprès de vous sur le préambule de l'accord d'entreprise. Le préambule, il est très important parce que c'est celui qui va rappeler dans un premier temps le constat, à quelle situation, la conjoncture économique, dans quel contexte vous étiez lors de la présente négociation. Et donc, il va expliquer pourquoi vous négociez cet accord. Vous devez expliquer impérativement dans le préambule de tout accord d'entreprise l'objectif poursuivi par votre accord. Donc, à minima, vous faites un état des lieux. Vous précisez la durée que vous avez envisagée pour votre accord, à durée déterminée ou à durée indéterminée, et pourquoi vous vous fondez sur cette durée. Vous avez choisi la durée déterminée ou indéterminée. Les modalités de suivi de cet accord en rapport et l'évaluation de votre accord en rapport avec les objectifs que vous assignez à votre accord d'entreprise. Donc, le préambule est très important, notamment eu égard aux différents leviers pour la reprise d'activité dont vous disposez. Vous devrez bien évidemment préciser également le champ d'application territorial et professionnel de votre accord, donc la durée de l'accord, les modalités de son renouvellement ou de révision, dénonciation éventuelle, la durée du préavis et aussi les conditions de suivi et clauses de rendez-vous de votre accord. Donc, ça, c'était pour le rappel des mesures de droit commun. Avant d'envisager en dernier lieu la partie la plus intéressante, celle consacrée aux divers leviers de soutien. Donc, il s'agit ici des outils de négociation collective spécifiques pour assurer la reprise de votre activité, sachant qu'il est bien évident que vous pouvez combiner une négociation d'un accord collectif de droit commun avec d'autres leviers spécifiques qui peuvent être instrumentalisés pour assurer votre reprise. Alors, je fais une pause pour vous demander si vous avez des questions sur cette partie, sur les accords collectifs de droit commun, la primauté de la branche ou encore l'accord majoritaire, avant de poursuivre. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais enchaîner. Alors, les divers leviers donc, pour assurer la poursuite de l'activité. Les entreprises sont confrontées à des difficultés variables selon les secteurs. Certaines ont subi en fait une baisse de leur activité, alors que d'autres ont subi au contraire une hausse très importante de leur activité. Je pense par exemple aux fabricants de gel hydraulique, de masques. Certaines ont senti le besoin de s'adapter à cette évolution de marché en se diversifiant. Et là, je pense à toutes les entreprises qui relèvent du secteur de la restauration. Avec la fermeture des restaurants, elles ont été contraintes de développer, pourquoi pas, le e-commerce, la livraison à domicile. Donc,
Pour pouvoir se lancer dans une négociation collective d'entreprise et réorganiser son entreprise, il va falloir dans un premier temps réaliser un diagnostic pour tirer les enseignements de la crise passée et préparer cette réorganisation. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous avez besoin de modifier les conditions de travail, de modifier l'organisation de votre entreprise, la durée du travail, la rémunération de vos salariés parce que vous avez un besoin de trésorerie, ou bien est-ce que vos besoins sont plutôt de jouer sur le volume des effectifs? Donc, j'ai cité un extrait du rapport intermédiaire du comité d'évaluation sur les ordonnances relatives au dialogue social, donc de cet été. Pourquoi? Parce que le dialogue social, dans ce rapport, en fait, on a conclu en fait, que la crise sanitaire constituait une opportunité pour engager ces négociations. Et donc, c'est un rapport intermédiaire qui donc se fixe comme objectif de refaire le point sur l'évaluation des ordonnances Macron du 22 septembre relatives au dialogue social suite à la crise sanitaire et pour voir comment les entreprises se seront saisies de ces nouvelles possibilités de négociation en entreprise pour traiter l'ajustement de l'emploi donc dans toutes ses dimensions, son volume, sa composition, sa valorisation. Donc, je vous rappelle pour toute négociation les 3 piliers fondamentaux pour une négociation réussie. Pourquoi? Parce que la négociation, on est d'accord, c'est un rapport de force. Donc, avec des tactiques, des aspects tactiques, stratégiques à assurer. Et je pense que dans un climat de crise sanitaire, avec effectivement une crainte importante des élus pour leur emploi, pour leur santé et du personnel également, vous n'avez pas d'autre choix que de respecter ces piliers fondamentaux donc, de la négociation collective que sont la loyauté, la transparence, la confiance pour obtenir potentiellement, tenter d'obtenir un accord équilibré. Parce que effectivement, il va falloir convaincre les négociateurs, les parties à la négociation, que l'accord que vous leur proposez, qui va leur demander des concessions, est un bon accord pour s'assurer, garantir une reprise de l'activité ou bien un maintien des emplois. Tout dépend des objectifs que vous aurez fixés à votre accord. Je vous rappelle donc l'article 904 du Code civil. La négociation doit se faire de bonne foi dans l'entreprise et les contrats sont exécutés de bonne foi. C'est une disposition d'ordre public. En ce qui concerne la transparence, par transparence, ça veut également dire permettre aux négociateurs l'accès à toutes les données économiques, financières, à votre bilan que vous allez devoir faire. D'où le rappel passé sur l'importance de mettre à jour votre base de données économiques et sociales. Effectivement, il va falloir la mettre à jour pour donner accès aux négociateurs à ces informations, pour dresser le bilan de leurs besoins et voir en quoi le projet d'accord que vous allez leur proposer serait susceptible de parvenir à la réalisation des objectifs que vous vous assignez. Au titre de la loyauté des négociations, ce que je vous encourage à faire, c'est conclure un accord de méthode. Pourquoi un accord de méthode? Parce que ça va vous permettre de définir un calendrier des négociations et de ne pas vous engager à bâton rompu dans la négociation d'un projet d'accord sans définir le nombre de réunions que vous envisagez de consacrer à cette négociation. Là où vous pourriez vous perdre dans des négociations qui n'en termineront jamais, au moins vous fixez en amont le calendrier des négociations, la date à laquelle vous allez fournir les informations aux négociateurs pour pouvoir leur permettre de modifier, d'amender le projet ou de proposer un nouveau projet. Vous allez également, pourquoi pas, proposer dans le cadre de cet accord de méthode à vos négociateurs de soumettre le projet d'accord ou d'opérer un sondage auprès des salariés où vous vous engagerez à faire une consultation préalable du CSE au titre de la loyauté et de la confiance. Je dis ça pourquoi? Parce que ce sera très difficile de convaincre les élus ou les syndicats de signer un accord, par exemple, en portant baisse des rémunérations. Donc, pour cela, il va falloir à minima communiquer. Pourquoi pas sonder les salariés pour donner, entre guillemets, une légitimité à vos négociateurs pour signer un tel accord qui pourrait parvenir à une baisse des rémunérations des salariés dans l'entreprise. Ça leur donnera effectivement plus de poids auprès de leurs représentants et des salariés en ce sens pour signer cet accord. Ils pourraient être frileux dans cette négociation sans le sondage. Donc, tout ça, vous pouvez leur proposer dans le cadre de l'accord de méthode. Pourquoi pas sonder les salariés.
je vous ai parlé également de la possibilité, au-delà de sonder les salariés, de consulter le CSE. Je dis possibilité. Pourquoi? Parce que désormais, avant toute conclusion d'un accord collectif d'entreprise, la loi ne prévoit plus l'obligation de consultation du préalable du CSE. Alors après, sur l'accord collectif signé. Maintenant, si cet accord collectif, il vient modifier profondément les conditions de travail, on est d'accord, le CSE, il est compétent en matière de santé et de modification importante des conditions de travail au titre de la marche générale de l'entreprise. Donc, vous devrez néanmoins consulter préalablement le CSE sur votre volonté d'engager des négociations, sur le projet d'accord auquel vous serez parvenu avant la signature de ce dernier. Donc, l'accord de méthode peut également inscrire cette consultation dans le calendrier des négociations. Alors, nous en venons au panorama du champ des possibles. Alors, du coup, ça doit être un peu petit chez vous. Alors, parmi les négociations spécifiques qui sont amenées à vous aider pour cette reprise d'activité, vous avez plusieurs instruments en droit positif français. Alors, parmi ces instruments, vous avez le maintien en activité partielle. On est d'accord, le dispositif classique d'activité partielle est celui qui a été adapté dans le cadre de la crise sanitaire face à l'urgence de la situation. C'est un dispositif qui permet, dans le court terme, d'alléger les heures de travail des salariés et de bénéficier en même temps d'une allocation de l'État pour maintenir les emplois. Donc, le but de l'État, c'est un dispositif qui est en soutien de la préservation de l'emploi, un dispositif gouvernemental fait pour préserver les emplois et limiter le nombre de licenciements. Vous avez pu le voir si vous avez été amené à renouveler votre demande d'activité partielle. Lorsque vous renouvelez la demande d'activité partielle, vous avez une nouvelle rubrique qui vous demande quels sont les engagements que vous prenez en matière d'emploi. Alors, vous ne pourrez pas nécessairement vous engager à maintenir tous les emplois, potentiellement, vous limiterez le nombre de suppressions d'emplois, mais quoi qu'il arrive, ce dispositif de maintien en activité partielle n'a pas vocation à être pérenne. C'est pour ça que vous avez un deuxième dispositif qui a été introduit par le gouvernement, sur lequel nous reviendrons. Alors, j'ai mis ARM, mais maintenant, désormais, c'est l'activité partielle longue durée, le nouveau nom de ce dispositif. C'est un dispositif qui vous permet ici encore de réduire les horaires de travail des salariés tout en bénéficiant du support financier public, à la condition que vous preniez des engagements, ici encore, en termes de maintien dans l'emploi. Donc, les motivations, c'est maintenir la rémunération des salariés tout en réduisant les horaires. Alors, à un niveau inférieur, évidemment, ce dispositif s'inscrit dans le prolongement du précédent dispositif d'activité partielle, mais il est fait pour permettre à l'entreprise d'adapter sa baisse d'activité, les horaires de travail, la durée du travail, sans pénaliser de trop les salariés, sous réserve que l'employeur prenne des engagements en matière d'emploi. On a ensuite le dispositif d'accord de performance collective. Alors, nous reviendrons sur le détail de tous ces dispositifs tout à l'heure. Ce dispositif d'accord de performance collective, il existait déjà auparavant. C'est un accord qui peut être conclu. Alors, on a mis sur le moyen terme, je dirais même long terme. Pourquoi? Parce que vous pouvez parfaitement adopter un accord de performance collective à durée indéterminée. Donc, dans ce cas-là, on serait sur un dispositif de reprise d'activité qui s'appuie sur un accord de performance collective de long terme. Le but, l'objectif de cet accord, c'est de maintenir l'emploi, voire même de le développer. C'est un accord collectif qui peut être introduit à froid, on dit, c'est-à-dire sans motif économique de licenciement. Donc, sans motif, sans difficulté économique, sans voilà. Donc, l'accord de performance collective vise au maintien de l'emploi ou à son développement et il n'est pas nécessaire de caractériser les difficultés économiques. La rupture conventionnelle collective, c'est également un dispositif qui est offert sur le moyen terme. Le but, c'est de réduire vos effectifs sur la base du volontariat. Donc, vous pouvez parfaitement adopter un accord collectif de rupture conventionnelle collective, donc, qui ne doit en aucun cas être utilisé pour contourner les règles du plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, il faut bien retenir que si vous êtes en présence de difficultés économiques et que vous savez que le licenciement économique des salariés sera inévitable, vous ne pouvez pas engager une rupture conventionnelle collective. En revanche, si vous êtes en présence de difficultés économiques, mais que pour le moment, vous espérez pouvoir échapper à toute suppression d'emploi, alors le dispositif de rupture conventionnelle collective peut être envisagé pour
parvenir à cette baisse de vos effectifs. L'inconvénient, je vais dire, c'est que vous ne pouvez pas choisir votre organisation future parce que ça repose, la rupture du contrat de travail, sur la base du volontariat. Il faut que les salariés soient candidats à cette rupture. J'en viens au plan de départ volontaire. Vous avez donc la possibilité d'avoir un plan de départ volontaire, ce qu'on appelle autonome. Ce dispositif n'a pas été supprimé par l'entrée en vigueur des ruptures conventionnelles collectives. Et en fait, même s'il repose sur les mêmes fondements, à savoir une baisse des effectifs, l'objectif c'est réduire les effectifs en reposant sur la base du volontariat, il se distingue de la rupture conventionnelle collective par le fait que le plan de départ volontaire peut être adopté par voie unilatérale. Alors, vous distinguerez le plan de départ volontaire autonome du PSE mixte. Ce qu'on appelle PSE mixte, c'est le plan de sauvegarde de l'emploi qui permet de procéder à une réduction des effectifs avec reclassement nécessaire des salariés. Le PSE mixte, c'est qu'il combine les licenciements économiques et les départs volontaires. C'est-à-dire que dans la première phase de mise en place du PSE, vous allez avoir la possibilité pour les salariés d'accepter un départ volontaire. Donc, dans le cadre du PSE, de l'accord de PSE ou du document unilatéral, figureront les postes ouverts au départ volontaire et en fonction du nombre d'emplois supprimés et du nombre de salariés ayant posé leur candidature dans le cadre de ce plan de départ volontaire intégré à un PSE, après, on mettra en œuvre les licenciements qui s'imposeront. Donc, dans le cadre d'un PSE mixte, ça veut dire qu'on inclut un plan de départ volontaire au PSE. Suit le PSE classique, donc il s'agit du licenciement collectif dans une entreprise de plus de 50 salariés, d'au moins 10 personnes sur 10 salariés sur une même période de 30 jours. Donc ici encore, l'objectif poursuivi à moyen terme, ça va être de parvenir à une réduction des effectifs avec une organisation cible qui est entre guillemets atteignable. Alors oui et non, quand on a mis atteignable, vous le savez, en matière de licenciement collectif, on doit respecter des critères fixés pour l'ordre des licenciements. Et donc, ce n'est pas l'employeur qui va pouvoir dire « Ah ben, je veux licencier, choisir tel salarié, sortir tel salarié, mes effectifs ». Non, l'employeur, il doit respecter impérativement l'ordre des licenciements et les critères fixés. Par contre, ces critères, ils sont définis après consultation du CSE dans le plan de sauvegarde de l'emploi qui peut être adopté par document unilatéral de l'employeur. Vous ne pouvez pas supprimer un des critères d'ordre des licenciements, mais quand même, dans la mesure où vous pouvez pondérer chacun des critères prévus par le Code du travail, on peut quand même orienter l'organisation cible. Donc, vous comprendrez que dans le cadre du PSE mixte ou du PSE classique, on a quand même une marge de manœuvre sur l'organisation qu'on souhaite atteindre. Parce qu'il est bien évident que dans une entreprise, lorsqu'on ouvre un plan de départ volontaire ou une rupture conventionnelle collective, ce n'est pas forcément ceux qu'on voulait voir partir qui vont partir et qui vont adhérer à ce plan. Donc, voilà un des freins à ces accords. Ce qui est un frein au recours au plan de départ volontaire, tout comme au PSE, c'est notamment le coût financier de ces mesures. Et enfin, on vous a mis en dernier lieu les accords stratégiques Workforce Planning qui correspondent aux accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ces accords sont appliqués sur le long terme pour anticiper l'évolution des emplois et des compétences, notamment une évolution technologique des emplois, pour cibler certaines catégories personnelles, pourquoi pas, et pour leur proposer, à l'intérieur de ce plan de gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs, un plan de départ volontaire, un congé de mobilité, pourquoi pas, pour les réorienter et obtenir une rupture de leur contrat de travail négocié. Il s'agit d'un accord collectif globalement assez bien reçu, mais qui effectivement suppose des moyens financiers affectés à cet accord et par ailleurs ne s'inscrit pas véritablement dans une solution face à une situation de crise telle que celle que nous rencontrons. L'ouverture d'une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, elle s'impose à toute entreprise de plus de 300 salariés. Mais ce ne sera pas la solution préconisée. Donc, oui. Pardon Hélène, on a une question d'Emmanuel Legrand qui l'a notée dans le chat. Je ne sais pas Emmanuel si vous préférez prendre la parole pour poser votre question ou si vous voulez que je la lise tout simplement.
Bonjour, je peux la poser hein, puisque je suis en direct. Non, la question posée sur l'accord d'entreprise, savoir s'il était possible de réaliser un accord d'entreprise pour modifier le système de rémunération variable des salariés. Et Oui. la question corollaire était est-ce, comment ça s'interagit avec le fait que chacun des salariés devra de toute façon signer un avenant. Qu'est-ce Alors, qui se passe si un salarié, par exemple, si l'accord passe, mais le salarié refuse? Alors, c'est une très bonne question parce que ça nous permettra de rebondir sur l'accord de performance collective. C'est tout ce qui distingue. C'est pour ça que je tenais à vous rappeler les conditions de souscription, de négociation d'un accord collectif de droit commun. L'accord collectif de droit commun, si vous, par un accord collectif de droit commun, vous convenez avec vos élus ou vos syndicats d'une modification de la structure de la rémunération, diminution de la part variable, pourquoi pas. Ça veut dire que pour qu'il soit applicable aux salariés, vu qu'il est moins favorable que les dispositions du contrat de travail, il va falloir signer effectivement un avenant au contrat de travail pour chacun d'entre eux. Alors que si vous recourez à un accord de performance collective, tout l'intérêt de cet accord, c'est que les modifications sur le contrat de travail sont automatiques. Elles s'imposent aux salariés. Alors, elles s'imposent aux salariés qui a le droit de refuser l'accord de performance collective, mais s'il refuse, ça vous donne un motif pour le licencier, un motif qui n'est pas économique, un motif sui generis. Donc, vous voyez les marges de manœuvre par le biais de l'accord de performance collective. Donc, dans les accords que j'ai cités tout à l'heure, on a des accords de modification des NAO qui s'inscrivent dans le cadre d'un accord de performance collective, juste pour s'imposer à tous les salariés. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord, bah oui, c'est clair. Alors, on va poursuivre rapidement sur la modification, la réorganisation du travail. Donc, vous avez deux axes sur la reprise d'activité. Vous pouvez adopter. Le premier axe, c'est réorganiser votre travail. Le deuxième, c'est réduire vos effectifs. Réorganiser votre travail, comment? On l'a vu, le télétravail, jusqu'à présent, donc il n'était pas forcément usité auprès de toutes les entreprises. Il y avait certaines craintes de perdre le contact avec les salariés, mais là, on a été contraint de le mettre en œuvre et de manière forcée. Les salariés l'ont plus ou moins bien vécu, mais dans l'ensemble, les sondages sont parus et 71% des personnes qui n'avaient jamais travaillé avant la crise aimeraient travailler à distance désormais au moins un jour par semaine. En France, 62%. Donc, je vous ai mis les motifs principaux pour ce qui les motive dans le télétravail. C'est notamment le gain de temps, pouvoir se concentrer, notamment en entreprise avec le développement des open space. Donc, on l'a compris, un certain nombre de salariés souhaitent voir institutionnaliser le télétravail. Donc, j'ai mis en balance les avantages et les inconvénients du télétravail. Les avantages, un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, la réduction des temps de trajet, on l'a dit, ça a été présenté par les salariés. Un autre avantage qui peut être intéressant pour vous, si vous l'institutionnalisez réellement, la réduction des coûts des locaux. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a un certain nombre d'open space qui sont mis en place dans des locaux réduits. Potentiellement, vous pouvez faire des réductions de vos dépenses immobilières sur les locaux si vous vous rendez compte qu'avec la mise en place et l'institutionnalisation du télétravail, vous n'avez plus besoin de locaux aussi importants. Le télétravail a également permis donc la diversification, notamment dans le secteur alimentaire. Les inconvénients du télétravail, forcément, la distanciation sociale, une communauté de travail qui est éclatée, difficulté pour le management à distance. Certains managers perdent complètement le contrôle sur leurs salariés et on vient au contrôle des salariés et donc au pouvoir de contrôle de la CNIL pour vérifier qu'il n'y ait pas d'abus de l'employeur en matière de contrôle des connexions à distance ou bien le fait que le télétravail a été mis en place dans l'urgence sans aucun formalisme du fait des ordonnances Covid, ça veut aussi dire qu'on n'avait pas un accord, une charte ou un avenant au contrat de travail pour préciser les plages horaires pendant lesquelles le salarié devait se tenir disponible, à la disposition de l'employeur pendant le télétravail. Donc, ce qui rend très compliqué la situation. Donc, si vraiment le télétravail est un instrument qui doit être développé dans l'entreprise, il faut impérativement que ce télétravail soit institutionnalisé et lancer une négociation sur ce point. À l'heure actuelle, suivant le dernier protocole sanitaire, et depuis d'ailleurs le protocole de déconfinement, le télétravail n'est plus la norme, mais il reste préconisé lorsque c'est possible. J'attire votre attention sur le cadre juridique actuel du télétravail, donc qui est encadré par un accord national interprofessionnel et par l'ordonnance du 22 juillet 2017. Pourquoi j'attire votre attention sur ça? Parce que, par exemple, si on prend le Code du travail ne prévoit pas qu'il y a l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais qui découlent pour le salarié de la mise en place du télétravail. Donc, à son domicile, ses dépenses Internet, ses connexions. Le Code du travail ne l'impose pas.
qu'il impose l'accord national interprofessionnel. Donc, cet accord, il est applicable aux entreprises qui rentrent dans le champ d'application des organisations patronales qui l'ont signé. Donc, c'est assez généralisé. Mais, renvoie à notre deuxième partie, primauté de l'accord de branche dans certains domaines seulement, eh bien, la mise en place du télétravail ne fait pas partie de ces domaines. Ce qui veut donc dire que par accord d'entreprise, vous pouvez déroger à un accord de branche et l'accord national interprofessionnel a la même valeur que l'accord de branche. Il est donc inférieur à votre accord d'entreprise. Donc, vous avez la possibilité de négocier par un accord collectif la mise en place du télétravail, dans quelles conditions, quand est-ce que le salarié devra se tenir à la disposition de l'employeur, est-ce qu'en cas de crise sanitaire, l'employeur aura la possibilité d'imposer aux salariés le télétravail. Vous pourrez le prévoir par accord collectif et je vous encourage à le faire parce que justement, les ordonnances qui nous permettaient de le mettre en place, c'est le Code du travail qui permet qu'en cas de circonstances exceptionnelles, on peut le mettre, mais autant l'institutionnaliser et l'encadrer, en prévoyant notamment le maintien des tickets restaurants et tout ce qui va avec. J'enchaîne après le télétravail sur la réorganisation de l'entreprise sans réduction d'activité. Vous avez deux instruments qu'on a présentés brièvement tout à l'heure, l'accord de performance collective et l'accord partiel longue durée, l'accord d'activité partielle longue durée. Les deux supposent un accord d'entreprise. Donc, les deux passeront par la négociation d'entreprise pour l'accord de performance collective. Mais quand on est dans le cas de l'activité partielle longue durée, ça peut être un accord de groupe. Renvoie à l'accord de la métallurgie en ce sens notamment. Est-ce que vous avez besoin de justifier d'un motif économique? Alors, pour l'activité partielle longue durée, c'est comme pour la mise en place de l'activité partielle à court terme, vous devez justifier des difficultés économiques rencontrées, de la baisse de votre activité, qui vous contraint à solliciter l'aide de l'État. Et donc, la réciproque, c'est que, vous devez justifier de ces difficultés économiques parce que vous allez toucher des aides de l'État en retour. Donc, il y a bien une intervention de l'administration pour vérifier, valider votre dossier et des contrôles URSSAF derrière pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'abus dans le recours à l'activité partielle. En matière d'accord de performance collective, vous n'avez pas besoin de justifier d'un motif économique. Vous avez une consultation du CSE à faire préalablement à l'adoption de cet accord. Vous n'avez pas d'intervention de l'État. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'aide de l'État à la clé. Donc, vous avez deux possibilités si vous entendez réduire votre durée du temps de travail, par exemple. Soit vous procédez à un accord d'activité partielle longue durée et vous aurez une prise en charge de l'État, mais vous devrez rendre compte à l'État du motif économique, des conditions de recours et à l'URSSAF le cas échéant, si les conditions n'ont pas été respectées. Ou deuxième possibilité, réduction de votre temps de travail par le biais de la conclusion d'un accord de performance collective. Pas de motif économique à donner. Cette réduction du temps de travail peut être assortie d'une réduction de la rémunération des salariés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on y reviendra, elle emporte transformation automatique des contrats de travail du salarié. Alors, je ne vais peut-être pas poursuivre sur l'activité partielle longue durée. Vous avez les taux de prise en charge qui sont mentionnés. Donc, allocation de l'employeur, prise en charge par l'État à hauteur de 60% si vous concluez rapidement un accord avant le 1er octobre. Si vous le concluez après le 1er octobre, la prise en charge par l'État diminue à hauteur de 50%. Encore une fois, cette prise en charge, elle est limitée à un montant maximum de rémunération horaire à hauteur de 4,5 SMIC. L'indemnisation des salariés à hauteur de 70% de leur rémunération brute. Donc, on garde le même principe, la même logique en matière d'activité partielle. Je passe sur l'activité partielle. Si je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez la possibilité de conclure un accord d'activité partielle longue durée par le biais d'un accord d'établissement, d'entreprise, de groupe ou de branche. Si c'est un accord de branche, il faut qu'en entreprise, pour recourir au dispositif d'activité partielle longue durée, vous appuyez sur un document unilatéral. Et donc, je vous ai cité l'accord de branche qui avait été conclu par la métallurgie, qui précise évidemment le recours nécessaire à un document unilatéral de l'employeur pour mettre en œuvre l'accord de branche de la métallurgie et le contenu du document unilatéral de l'employeur qui devra bien évidemment être soumis au CSE avant de pouvoir mettre en œuvre cette activité partielle longue durée. L'accord de performance collective, donc accord d'entreprise obligatoire pour sa conclusion dans le cadre du droit commun de la négociation. Donc, ça peut être un accord majoritaire, 50%, ou bien à défaut 30%, puis référendum des salariés, ou conclusion avec les élus, représentants du personnel, à défaut de délégués syndicaux. Les finalités, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très intéressant, on est détaché, c'est un accord à froid, détaché de toute difficulté économique. Donc, vous pouvez très bien avoir pour objectif de maintenir les emplois
ou bien encore de développer l'emploi. Et en fait, à l'origine, l'accord de performance collective, il n'a pas du tout été adopté dans le cadre de la crise sanitaire. Il avait été adopté pour permettre aux entreprises d'harmoniser les statuts, notamment en cas de fusion, cession, transfert d'entreprise. Et cet accord de performance collective, il a été très peu utilisé. 19, c'était le nombre d'accords de performance collective qui avaient été conclus avant le 1er juin, entre septembre 2017 et le 1er juin 2020. Et là, désormais, avec l'info du ministère du Travail, on a appris qu'il y avait plus de 350 accords de performance collective qui ont été conclus clairement depuis la crise sanitaire. C'est l'instrument à privilégier pour votre reprise d'activité si votre reprise d'activité passe par une réorganisation des conditions de travail, de la durée, de l'aménagement du temps de travail, sans suppression d'emploi. Donc, le contenu de l'accord de performance collective, il peut porter sur 3 thèmes. Aménagement de la durée du travail, donc mise en place, pourquoi pas du télétravail par le biais d'un accord de performance collective. Diversification de votre activité, modification de l'organisation du travail, de sa répartition. Vous pouvez très bien conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail par le biais d'un accord collectif de performance collective. Ou bien encore, vous pouvez revenir sur votre accord d'entreprise d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail par le biais d'un accord de performance collective. Et ces modifications, elles s'imposeront à vos salariés. Vous pouvez donc aménager la rémunération dans le respect des minima légaux et conventionnels. Donc, on a certains accords de performance collective qui, par exemple, suppriment la prime de 13e mois. Et là, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure sur les conditions de négociation. Pour arriver à convaincre les élus de signer un accord qui emporte diminution de leur rémunération, l'intérêt de discuter avec les salariés en amont, mais également l'intérêt de leur proposer des contreparties qui ne seront pas immédiates. Si par exemple, vous avez besoin de trésorerie à l'heure actuelle, c'est le mot d'ordre dans l'entreprise, j'ai besoin de trésorerie, donc pourquoi pas proposer aux élus ou aux négociateurs de réduire la rémunération de base ou la structure, supprimer un accessoire de rémunération en contrepartie d'un engagement de conclure un accord d'intéressement ou de verser un complément, un supplément d'intéressement si tel chiffre d'affaires est atteint, ce qui prouvera qu'on a atteint les objectifs de développement d'emploi, de reprise d'activité. Voilà, mettre une contrepartie pour obtenir la signature des élus. Déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. J'attire votre attention sur le fait que l'accord de performance collective, il peut très bien être conclu au niveau de l'unité économique et sociale. Donc, vous pourriez, par le biais d'un accord de performance collective, envisager une mobilité dans le cadre d'une diversification entre les différentes sociétés d'une unité économique et sociale. Pourquoi pas? Les effets de l'accord de performance collective, eh bien, les stipulations de cet accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail, de mobilité professionnelle ou géographique. Ce qui veut dire que le salarié, vous allez devoir l'informer, vous avez signé un accord de performance collective, il a 1 mois pour vous dire s'il est d'accord pour l'appliquer ou non, et s'il n'est pas d'accord, ça vous offre la possibilité pendant un délai de 2 mois de procéder à son licenciement pour un motif sui generis et donc non économique. Vous n'avez pas à justifier de difficultés économiques. Votre seule contrainte, si vous le licenciez, c'est de verser un abondement à son compte personnel de formation d'un montant minimum de 3 000 €, sauf disposition plus favorable dans votre accord de performance collective. Donc, cet accord est vraiment très avantageux. Je vous ai mis sur ce slide l'intérêt de l'accord de performance collective par rapport à l'accord de droit commun, justement. D'abord, il nous permet de déroger dans un sens moins favorable que les contrats de travail, ce que ne permet pas l'accord collectif de droit commun. 2, en cas de refus du salarié, vous n'avez pas besoin de trouver un motif économique pour le licencier. C'est un motif sui generis qui fera l'objet d'un seul contrôle par le juge, le respect de la procédure de conclusion et de négociation de votre accord de performance collective. Et de l'autre côté, je vous ai fait une comparaison et un rappel entre la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique que vous pourriez songer à adopter à ce jour. Quand on propose une modification à un salarié de son contrat de travail pour motif économique, vous devez laisser au salarié un délai d'1 mois pour accepter ou non cette proposition. Donc, le délai est identique à celui en cas de signature d'un accord de performance collective, mais au terme de ce délai d'1 mois, le silence du salarié vaut acceptation. Et s'il a refusé, s'il accepte, vous devrez conclure un avenant pour acter de son acceptation. Et s'il refuse, vous devrez, si vous ne renoncez pas à cette modification, procéder à son licenciement économique.
Donc, c'est plus compliqué dans ce cadre-là. La deuxième possibilité, alors attendez, oui, la deuxième possibilité de réorganisation, c'est une réorganisation par réduction des effectifs. Et là, j'ai distingué trois modes différents. En synthèse, vous avez 2 modes, la rupture conventionnelle collective et les plans de départ volontaire autonome qui reposent sur la base du volontariat que j'oppose au licenciement dans le cadre d'un PSE. Donc, vous le voyez, une rupture conventionnelle collective suppose un accord collectif, ce que ne suppose pas les plans de départ volontaires. Donc, pardon, c'est l'inverse. La rupture conventionnelle collective, si, elle doit impérativement passer par un accord collectif. Est-ce que vous avez besoin de justifier d'un motif économique? Non, pour conclure une rupture conventionnelle collective. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez la conclure à froid, avant toute difficulté économique. Donc, je pense que dans le contexte actuel, si votre entreprise rencontre des difficultés économiques, la rupture conventionnelle collective n'est pas le levier adapté à votre situation. Pourquoi? Parce que vous allez vous engager à offrir aux salariés la possibilité de candidater pour une rupture de leur contrat de travail. Ils vont se positionner et pendant toute la durée d'application de la rupture conventionnelle collective, eh bien, vous ne pourrez pas recourir à un licenciement. Ça veut dire que vous allez prendre des engagements de maintien de l'emploi et d'absence. La rupture conventionnelle, elle est exclusive de tout licenciement pendant la période d'application de ce dispositif. Donc, si vous savez que vous n'échapperez pas à des licenciements, vous pouvez d'ores et déjà exclure la rupture conventionnelle collective. Après, si vous êtes engagé sur cette voie, il n'y a aucune difficulté pour basculer d'une rupture conventionnelle collective à un plan de sauvegarde de l'emploi. La seule contrainte, c'est que ça vous forcera à recommencer la procédure de plan de sauvegarde de l'emploi dès le début. Donc, voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir à propos de la rupture conventionnelle collective. Elle repose donc, cette rupture de contrat de travail, sur un commun accord entre le salarié qui accepte de rentrer dans le plan de rupture conventionnelle collective qui a été signé par accord d'entreprise. L'intérêt également de la rupture conventionnelle collective, c'est qu'elle peut être conclue dans toute entreprise, même les petites entreprises. Donc, les avantages, parvenir à une diminution des effectifs par anticipation avant même qu'on rencontre des difficultés économiques. C'est une réorganisation sans avoir besoin de démontrer que vous avez la nécessité de sauvegarder votre compétitivité. Elle se recentre sur le cœur de métier en réservant la rupture conventionnelle collective aux salariés qui sont dans des activités qui sont appelées à être abandonnées. Enfin, un climat social évidemment apaisé puisque c'est sur la base du volontariat et ça nous évite de procéder à une recherche de reclassement interne puisqu'on ne s'inscrit pas dans le cadre d'un motif économique. De même, puisqu'il n'y a pas de motif économique, il n'y a pas de possibilité d'être réembauché sur les postes qui sont devenus vacants. Les inconvénients, en balance à l'absence de motif économique, ça veut dire que le salarié ne pourra pas se voir proposer un contrat de sécurisation professionnelle, ni un congé de reclassement, dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective, puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un licenciement économique. Ça repose sur la base du volontariat, ça veut donc dire que vous n'aurez pas de possibilité de maîtrise du nombre de candidats. Et si vous allez devoir forcément orchestrer, départager entre les salariés. Et au contraire, s'il manque des candidats, vous n'échapperez pas au plan B, donc au licenciement derrière. Ce qui peut vous faire perdre du temps. Évidemment, la rupture conventionnelle, ici encore, pour convaincre les salariés d'une rupture conventionnelle plutôt que d'un PSE en anticipation des difficultés économiques, eh bien, il va falloir avoir un coût à investir dans les entreprises qui sont plutôt en bonne santé financière. Je vous ai opposé la rupture conventionnelle au plan de départ volontaire autonome. Le plan de départ volontaire autonome peut être mis en place par voie unilatérale, alors que la rupture conventionnelle est impérativement mise en place par un accord collectif. Le plan de départ volontaire autonome, je l'ai dit, il peut s'inscrire dans le cadre, être intégré à un plan de sauvegarde de l'emploi, qui s'appellerait plan de sauvegarde de l'emploi mixte, ce qui veut donc dire qu'un plan de départ volontaire autonome suppose un motif et peut supposer un motif économique, contrairement à la rupture conventionnelle collective. Enfin, la rupture conventionnelle collective, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle peut être conclue dans n'importe quelle entreprise, quel que soit le seuil, ce qui n'est pas le cas du plan de départ volontaire autonome. Ce qui oppose la rupture conventionnelle au PSE, vous l'aurez compris, l'existence d'un motif économique. Donc, ce sont des logiques différentes, même si le plan de départ volontaire autonome le PSE mixte qui comprend un plan de départ volontaire autonome suit les mêmes objectifs, un départ basé sur la base du volontariat. Donc, dans les deux cas, quoi qu'il arrive, l'administration sera informée
de l'ouverture des négociations d'une rupture conventionnelle collective, tout comme de l'ouverture de négociations d'un PSE si on devait être dans le cadre d'un PSE. Les plans de départ volontaires autonomes sont une création prétorienne de la jurisprudence qui a été maintenue malgré l'entrée en vigueur des ruptures conventionnelles collectives. Je vous l'ai dit, ça peut passer par un accord d'entreprise de droit commun ou bien un document unilatéral. S'il est intégré à un PSE, il doit nécessairement être soumis à homologation ou bien à la validation de l'administration selon qu'il est issu d'un accord collectif ou bien d'une décision unilatérale de l'employeur. En présence d'un plan de départ volontaire autonome, l'administration sera simplement informée des ruptures de contrat prononcées, donc postérieurement à l'application du plan de départ volontaire autonome, alors qu'intégré à un PSE, eh bien, il faudra en amont communiquer avec l'administration tout au long de la procédure de PSE. On applique le régime du licenciement économique au plan de départ volontaire autonome, ce qui le distingue profondément de la rupture conventionnelle collective dans ce sens. Il peut être mis en place uniquement dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Ici encore, c'est un critère de distinction important avec la rupture conventionnelle collective. Les plans de départ autonomes supposent, selon si le plan de départ volontaire exclut ou non tout recours à un licenciement, la recherche d'un reclassement interne. En revanche, s'il est intégré à un PSE mixte, à un PSE, il devra impérativement proposer des recherches de reclassement en interne, ce qu'évidemment, on n'a pas à faire dans le cas d'une rupture conventionnelle collective. De même, information-consultation du CSE qui est imposée, et ce, même si vous n'avez pas l'obligation de procéder à un PSE. Donc, si vous êtes dans le cadre d'un plan de départ volontaire autonome, sans PSE. Les indemnités de rupture, au minimum, aussi équivalentes à celles s'il avait été licencié, aux indemnités légales ou conventionnelles. Le PSE s'ouvrant par une phase de départ sur la base du volontariat, c'est le PSE mixte. Les effets du plan de départ volontaire autonome, c'est la rupture amiable, mais pour motif économique du contrat de travail. Et le coût du plan de départ volontaire, eh bien forcément, il faut des mesures incitatives pour que des salariés acceptent de partir sur la base du volontariat alors qu'ils savent que derrière, potentiellement, il y a un PSE. Donc, il faut absolument proposer des aides à la conversion, des aides à la mobilité géographique dans ce cadre-là. Je passe sur alors le licenciement. Oui, le licenciement économique, bon, sont les conditions pour procéder à un licenciement économique. Il vous faut un motif économique qui peut être difficulté économique, mutation technologique, réorganisation d'entreprise ou cessation d'activité. Il vous faut une incidence sur l'emploi, à savoir la suppression de l'emploi, la modification des conditions de travail, la réorganisation. Donc, vous avez un certain nombre d'éléments, de conditions de validité du licenciement pour motif économique. Je vous rappelle que les suppressions de postes doivent être effectives. Vous ne pouvez en aucun cas recruter quelqu'un sur le poste du salarié qui vient d'être licencié pour motif économique. Et la répartition, les différentes procédures de licenciement économique, elles varient selon vos effectifs. Donc, individuel, collectif, c'est collectif à partir de 2 salariés, moins de 10 salariés ou 10 salariés sur une même période de 30 jours, selon la taille de l'entreprise, plus ou moins de 50. À partir de 50 salariés dans l'entreprise, avec des licenciements sur une même période de 30 jours d'au moins 10 licenciements envisagés seulement, alors vous devez mettre en place le plan de sauvegarde de l'emploi qui présente un coût financier important. J'attire votre attention sur le décompte des ruptures du contrat de travail pour savoir si vous êtes tenu ou non de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. C'est très important parce que on a tendance à nous dire, moi, j'envisage X licenciements, j'en ai que 9, il n'y a pas de souci, je suis en dessous des 10, donc je n'ai pas besoin de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi. Alors, attention, parce que le Code du travail prévoit que pour prendre en considération le nombre de ruptures, il faut prendre en considération, y compris les ruptures, toute rupture qui a une cause économique. Donc, normalement, vous ne devez pas recourir à une rupture conventionnelle collective ou à une rupture conventionnelle individuelle, par exemple, pour un motif économique, pour contourner la procédure de PSE. Mais potentiellement, si vous avez fait 10 ruptures conventionnelles individuelles avant d'engager un licenciement collectif de 9 salariés, la directe, elle pourrait revenir vous voir pour vous dire que vous avez contourné la procédure de PSE. Moi, je comptabilise les ruptures conventionnelles individuelles que vous avez faites ou collectives, pourquoi pas, et je considère que vous avez donc franchi le seuil qui vous impose de mettre en place un PSE. De même, il y a des garanties qui sont posées par le Code du travail pour éviter que l'employeur ne contourne la mise en place d'un PSE, notamment en termes de période de prise en compte. Je vous ai dit qu'il fallait avoir pour l'obligation de recourir à un PSE 10 ruptures de contrat de travail envisagées sur une même période de 30 jours, ou bien
si vous parvenez à ces ruptures sur une période lissée de 3 mois. Donc, on va prendre en considération à la date d'engagement de la procédure de licenciement pour motif économique les 3 derniers mois et toutes les ruptures liées à une cause économique qui auraient été prononcées sur les 3 derniers mois pour vérifier si vous êtes ou non tenu de mettre en place un plan de départ, un PSE. Donc, voilà peut-être les grands principes essentiels qui vous permettent de choisir les leviers les plus importants pour vous, pour effectivement faire face à cette crise et de vous situer par rapport à ces différents dispositifs. Donc, j'espère que je me tiens évidemment à votre disposition pour répondre sur ces derniers leviers. Et voilà. Et donc, vous pouvez ne pas hésiter à revenir vers nous pour vous accompagner dans ces réorganisations, pour cibler vos besoins et engager ces négociations. Merci beaucoup Hélène pour cette intervention qui était riche d'infos. On a César Blum qui souhaiterait apporter une information. César, est-ce que vous nous entendez? Oui, j'ai branché. Bonjour. Ah super, alors on vous écoute. Bonjour maître. Oui, en tant que vice-président de l'Observatoire du dialogue social, je voulais juste rappeler 2 choses. La possibilité pour toutes les entreprises, même moins de 20, même de moins de 11, de recourir à des accords d'entreprise. Parce qu'elles n'ont pas cette habitude-là. Et surtout, un point souligné, maître, que vous avez évoqué, l'importance de la forme. Parce que le non-respect de la forme peut conduire à la nullité de l'accord, avec les conséquences que vous imaginez sur les contrats de travail, sur les rémunérations qu'évoquait M. Emmanuel Legrand. Ça peut être très important, notamment un point qui est trop souvent que les entreprises découvrent au dépôt de l'accord, c'est l'obligation d'informer les syndicats de l'ouverture ou de la clôture des négociations. Et quelle va être la conséquence de cet oubli dans la procédure sur l'accord? Les contentieux nous le diront, mais ce serait quand même bête d'avoir négocié, d'avoir suivi les conseils qui vous ont été donnés pour à la fin se retrouver avec un accord réputé non écrit parce qu'on n'a pas respecté la procédure. Voilà, c'était juste un point. La procédure, attention, consultez vos conseils là-dessus. Sur l'information et sur le dépôt, parce que ce que je n'ai pas précisé non plus, c'est que dès lors que vous concluez un accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail, vous avez l'obligation de l'adresser également à votre branche après l'avoir signé. Donc, pensez à les déposer à la branche. Après, ce n'est pas une condition de validité de l'accord. Mais il est vrai que sur cette information de la branche en amont de la négociation, lorsque vous voulez négocier avec vos élus, voilà, je le vois surtout en période de crise. Ça a été compliqué. On a envoyé des mails. C'est vrai qu'on n'a pas forcément eu de retour des branches pour engager ces négociations, mais il faut le faire, effectivement. Et ils ont 1 mois pour nous répondre. Et pendant cette période d'1 mois, on est bloqué. On ne peut pas commencer les négociations tant qu'ils n'ont pas fait valoir leur possibilité de mandater un élu ou un salarié. Voilà, oui. C'est souvent des délais un peu problématiques. Et le délai de contestation d'un accord collectif, c'est 2 mois pour saisir. Et je vous rappelle également que vous avez la possibilité, l'Observatoire est un organisme nouveau, et que toutes les entreprises ont la possibilité de le solliciter pour poser des questions. On n'est pas négociateur, on n'est pas conseil, mais pour apporter une orientation sur les négociations d'accord. C'était tout, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Pour info, la visioconférence sera disponible en ligne sur le site internet de l'UPE dès demain. Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent la voir. Et puis surtout, n'hésitez pas à la partager auprès de votre entourage. Je pense que ça peut servir un grand nombre d'entre nous. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces informations. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent plus tard, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'UPE et puis on les transmettra avec grand plaisir à l'équipe d'EY. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot, peut-être Hélène ou Philippe Blanc, je ne sais pas, comme vous souhaitez. Moi, j'espère que vous avez convaincu de l'opportunité de négocier pour aller de l'avant. Non, mais écoutez, je pense qu'on a un petit peu débordé sur le créneau horaire, donc je ne vais pas abuser, mais je voulais remercier tout le monde de sa participation et de l'écoute attentive des messages que Hélène voulait partager avec vous, qui sont effectivement très utiles en cette période. C'est pas de la faute d'Hélène, c'est surtout le sujet qui est assez vaste. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on a senti qu'elle essayait de faire ses meilleurs efforts pour rester dans le créneau, mais ça a été... Oui, la pauvre. Mais je vois le chrono en haut, j'ai tenu 1h09.
Oui. Ouais, c'est En vrai. fait, on a commencé, ouais. On a commencé un peu en retard. Bon, Oui. merci à tous, merci à l'UPE de nous avoir donné cette possibilité. Et puis, bah, écoutez, on est tous Avec à votre plaisir. disposition à Marseille ou à Nice, hein. Vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous solliciter si nécessaire. Merci à vous, en tout cas. Merci. Merci, Passez une bonne journée. À bientôt. merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Ah.